Bonjour, je suis un peu en vacances et j'avais quand même prévu de faire une vidéo sur le nucléaire. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, certes c'est sur l'électricité, mais par rapport au sujet habituel de ma chaîne, ça peut être un peu décalé. Et ben, j'ai préparé une vidéo sur la mobilité électrique qui m'a demandé de préparer quelque chose sur la mobilité, mais tout ça m'a demandé aussi de travailler sur le nucléaire notamment. Et j'avais déjà prévu d'y travailler depuis 2016, hein. Mais bon, ça vous ne savez pas. Et ce qui m'a donné envie de booster un petit peu le truc là, c'est que récemment j'ai vu une petite vidéo de propagande lobbyiste pro-nucléaire qui parlait de l'extension à La Hague du stockage des déchets. Et il y avait tellement d'informations erronées dans la vidéo que ça m'a relancé un petit peu, si vous voulez. C'est comme ça m'a fait des boutons. Et pour me soigner, je me suis dit, je vais faire la vidéo. Alors, c'est pas, à l'origine en tout cas, c'est pas une vidéo anti-nucléaire. Je suis pas trop fan du nucléaire parce que tout simplement, j'en ai pas besoin. Enfin, j'en ai pas besoin pour moi à titre personnel. Il y en a besoin pour les industries, mais enfin, vous voyez. Le but, c'est pas de détruire le nucléaire, même si, on va voir un peu plus tard qu'il y a des trucs qui se passent, mais d'apporter une autre lecture sur les chiffres et sur les valeurs qu'on voit, ou en tout cas que certains voient dans les communiqués, dans les dossiers, dans les publicités, dans les arguments commerciaux qu'on a un peu partout, que ce soit chez Orano, anciennement Areva, anciennement Framatome, enfin, on change de nom à chaque fois. Je ne vais pas m'intéresser à la partie économique, pas trop. Je ne vais pas m'intéresser à la partie politique, donc si vous voulez, je vais peut-être mélanger des noms et des machins au niveau des entreprises, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de travailler vraiment sur la technique, les rendements. Donc pareil, quelle mine appartient à qui achète combien, le trading, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je vais survoler un peu, je vais vous montrer un peu ce que j'ai consulté comme document. Pour une fois, je vais vous mettre les sources, enfin en tout cas, je vous les mets en visuel parce que j'ai tout téléchargé sur mon téléphone et du coup, j'ai pas les liens, j'ai les documents en PDF. Donc je vous fais quelques petites copies d'écran pour vous voyez de quel document il s'agit. En gros, je n'ai pris que les sources officielles, dont une source qui a priori ne devait pas être publique, mais bon, elle l'est. Donc je l'ai pris aussi. Elle l'est parce qu'elle est diffusée publiquement, mais c'est écrit dessus qu'il ne faut pas la mettre publique. Donc voilà. Ça va peut-être en surprendre plus d'un. Il y en a qui sont certainement déjà convaincus ou qui savaient déjà, et bon, bah tant mieux pour eux. Ça va pas être une vidéo pédagogique, donc je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un atome, ce que c'est que l'uranium et comment ça fonctionne dans le réacteur. Je vais pas vous apprendre comment fonctionne une centrale nucléaire. Il y en a des tonnes des vidéos comme ça. D'ailleurs, il n'y a que ça. Toutes les vidéos que vous allez trouver, que ce soit le réveilleur, que ce soit d'autres gens, c'est juste de la lecture de documents officiels. Il n'y a pas de, il y a pas de nouveauté, il n'y a rien, il n'y a pas de contre-chiffres, il y a rien. Il n'y a rien de retravaillé si vous voulez. Et moi quand je vois les chiffres, tout de suite il y a des choses qui me sautent aux yeux. Il y a des choses qui m'irritent directement. C'est pas possible de marquer ces choses-là. Donc j'ai refait des calculs, j'ai réexpliqué et ça va être peut-être un peu long, je suis désolé. Il y a vraiment, en gros, il y a quasiment que des copies d'écran, que des schémas. Je voulais faire des trucs hyper jolis. Bon, je suis pris par le temps, j'ai autre chose à faire. Et je vais essayer de faire un petit titre putaclic. Ça va peut-être m'apporter des reproches. J'espère que j'aurai pas de problème avec les entreprises de l'atome. Mais bon, en fait, il n'y a pas de nouveauté. C'est juste une façon de voir qui est différente. Le but, c'est vraiment pas de détruire le nucléaire, c'est juste prendre conscience. Parce que quand on prend toutes nos décisions sur des informations erronées, je trouve ça dommage. Vous voyez, je trouve ça dommage de ne pas avoir toutes les informations en connaissance de cause. On peut très bien accepter de faire de la merde. Je parle pas du nucléaire, mais on peut accepter de faire de la merde si on sait ce que c'est. Si on nous vend ça comme le paradis de tout ça, et qu'on le fait en se disant ouais chouette j'ai tout fait pour ça et qu'à la fin on découvre que c'est de la merde, bah c'est hyper décevant quoi. Donc c'est plutôt dans l'intérêt du nucléaire justement d'avoir ces informations là. Et je suis resté assez, je me suis auto-critiqué, j'ai refait les calculs, j'ai remonté dans l'autre sens pour, j'ai recalculé au moins une quinzaine de fois les chiffres pour recorriger, remettre au mieux. Et bon, il y a un certain nombre de points qui me dérangent, donc je vous le dis. Après, j'ai peut-être pas toutes les informations, donc il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, peut-être des choses que j'ai mal calculées, j'ai le droit de faire des erreurs. Je pense que je suis quand même allé assez loin.
Donc j'invite les gens qui savent à me mettre un petit commentaire avec l'explication. Je vais essayer de vous mettre le plus d'informations techniques possible en description, les formules, les kilowattheures, tout ce que je peux. Enfin, en tout cas, je sais pas combien on peut mettre dans la description. Je vais essayer de vous synthétiser un peu le truc, parce que les calculs sont un peu compliqués. Et puis, c'est une sorte de formulation de phrase. Hein. Et puis voilà, après, si ça vous intéresse pas, bah tant pis, hein. C'est pas grave. Moi, ça m'a intéressé. Et voilà, bonne vidéo. Voilà, donc on va survoler plusieurs petites choses. Là, on voit sur le site d'Orano qui nous disent que ils économisent la matière première. On verra un peu plus loin pourquoi. Enfin, je vais peut-être pas détailler chaque aspect, hein, mais on survole. Hein. Là, ils nous disent que l'énergie nucléaire est respectueuse de la santé. Alors, celle d'avant, c'est parce qu'ils disent qu'ils recyclent les déchets nucléaires, et celle-ci, c'est parce qu'il n'y a pas de fumée et de poussière comme le charbon qui sort de la cheminée ou qui sort de la combustion. Donc c'est pour ça qu'ils disent ça. Je trouve ça un peu cocasse, mais ils le mettent. Là, ils parlent de engager pour une société durable. Ils parlent de leur recrutement, leur équipe de travail. C'est pas toujours précisé, mais je vous dis de quoi ils parlent, comme ça permet de recentrer un peu. Parmi les choses qui m'embêtent un peu, c'est que, vous voyez, là c'est une vidéo de véhicules et ingénierie, voiture. J'aime bien cette chaîne, c'est cool. Mais vous voyez, régulièrement, il y a des gens qui reprennent des informations qui m'embêtent. Vous voyez, là c'est marqué nucléaire, rendement 33%. Rendement énergétique par technologie et de production d'électricité. La plupart des rendements sont enfin, il y a une histoire de définition de rendement derrière qui m'embête, vous allez voir. Dans les statistiques de production d'énergie, le nucléaire est souvent, l'électricité est souvent considérée comme énergie primaire et le nucléaire comme électricité. Enfin, vous allez voir le petit subterfuge. Ça m'embête personnellement. Donc, quand on regarde dans les définitions des énergies, on nous dit que l'énergie primaire, c'est l'énergie du combustible tiré de la nature, et par convention, l'énergie primaire d'origine hydraulique, éolienne, marémotrice, solaire photovoltaïque est comptabilisée à hauteur de la production d'électricité correspondante. C'est-à-dire que pour ces énergies-là, l'énergie primaire, c'est l'énergie secondaire. C'est une convention. C'est-à-dire que c'est volontairement ignoré. Hein. Il n'y a pas de... sur celle-là, c'est pas très gênant parce que c'est quelque chose que si on ne consomme pas cette énergie, elle est perdue quand même. Vous voyez, le soleil, si on la consomme pas, enfin, c'est pas qu'elle est perdue, elle est utilisée par autre chose. Quand c'est dans le cadre d'un combustible, c'est un peu différent. Sauf que donc l'énergie secondaire est bien liée à la transformation, dans le cadre notamment ici de la production d'électricité. D'accord. Et le cas particulier du nucléaire, l'énergie dégagée sous forme de chaleur par la fusion du noyau d'uranium dans le réacteur, cette énergie est considérée comme primaire. D'accord. Ensuite, elle est transformée en secondaire en électricité avec un rendement conventionnellement fixé à 33%. Voilà, donc c'est la chaleur. C'est pas le combustible. C'est pas l'énergie nucléaire. Ça, c'est déjà un point hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, le mot nucléaire ne sert à rien ici. Parce que dans le cadre du charbon et du pétrole, c'est pareil, c'est la chaleur qui est en début de cycle de la centrale. Puisque ce sont des centrales à charbon. D'accord ? Donc dans le cadre du pétrole et du charbon, il y a bien un combustible. Donc on le compte, ce combustible. Et on nous parle de combustible. Ici, on nous parle de la chaleur dégagée. Ça a son point d'importance crucial. Ok ? Si on nous parlait de l'énergie du nucléaire, ce serait autre chose. Là, on nous parle de la chaleur. Voilà. Le nucléaire est-il une énergie verte ? Alors, il y a tout un tas de choses qui nous mènent à nous expliquer que l'uranium est vert, alors que la Commission européenne vient d'accorder le label vert au nucléaire et au gaz naturel. On peut se demander ce que signifie énergie verte. Des énergies renouvelables, des énergies faiblement émettrices de gaz à effet de serre, ou bien des énergies de transition vers la neutralité carbone, qui reste un objectif incontournable pour lutter contre le réchauffement climatique. En fait, c'est un peu tout ça. L'Europe a décidé que
énergie verte, bah, c'était tout ce qui pouvait nous permettre de contrer le réchauffement climatique. Il n'y a pas de, y a pas de critères de pollution, c'est pas réellement, c'est pas ça vraiment. Du coup, ils ont eu l'énergie verte. Ils mettent aussi ça sous forme de questions sur leur site. Je ne sais pas si j'ai fait la copie d'écran du texte de loi, mais voilà. Ah oui, on va en reparler de celle-là à la fin parce qu'ils la mettent plusieurs fois. Là, ils disent 100 grammes d'uranium produisent autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Par ailleurs, Orano recycle les combustibles nucléaires usés pour produire de nouveaux combustibles et participe ainsi à la préservation des ressources naturelles. En France, une ampoule sur 10 est alimentée par le nucléaire, fonctionne avec des matières recyclées. Oui, c'est vrai, on recycle 10%. Avec un recyclage, on peut aller jusqu'à 30%. Oui, c'est vrai, on va pas dire le contraire, c'est possible. Alors, les sources. Les sources que j'ai utilisées. Alors, j'en ai plein, puis j'ai pas pu faire de copie d'écran. Parce que j'avais pas le temps. Le cycle combustible de la mine d'uranium au stockage de déchets par l'ASN. Les documents officiels du ministère de la Transition énergétique avec les Data Labs, chiffres clés des énergies renouvelables, parce qu'il y a des informations sur les énergies renouvelables dedans. Le cycle de l'uranium depuis la mine jusqu'au traitement recyclage, c'est un document Orano, donc c'est notamment ici une conférence. Là on voit pas très bien, mais c'est un document de impact de l'exploitation minière d'uranium sur la santé humaine. C'est une étude, c'est un essai. C'est plutôt que ça m'a permis d'aller chercher des nouvelles informations parce qu'il y a des sources de citer dans ces documents, en plus des aspects, c'était pas mal. Rapport d'ensemble sur la technologie nucléaire en 2023 de l'IAEA. Ici, j'ai un document qui détaille la chimie, enfin les formules de calcul énergétique du combustible uranium. En tout cas, ce qu'on en espère sortir comme énergie. Alors, c'est des valeurs qui sont reprises un peu par tout le monde. Hein. On arrive, je crois, à 202 électrons mégavolt, méga-électronvolts. Et là, il y a des calculs en joules. Et moi, j'ai retranscrit en kilowattheure. C'est pas si dur. Hein. Mais je me suis rebasé sur des feuilles de calcul existantes, bien entendu. J'ai pas de raison de refaire la chimie. Hein. C'est pas trop mon truc. Là, j'ai des tableaux d'équivalence. Vous pouvez les chercher les mêmes. Il n'y a rien de surprenant, on peut faire les calculs soi-même, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a les tableaux, c'est un peu plus simple pour éviter les erreurs de calcul. C'est un peu comme ça que je m'en sers des tableaux, c'est pour éviter les erreurs de calcul. Recalculer à chaque fois avec des 10 puissances, des machins, on peut se tromper de 1000. Ça m'est d'ailleurs arrivé, j'ai recalculé plusieurs fois. Il y a une fois ou deux, j'avais une virgule mal placée. On s'en rend compte facilement en général. Nuclear Energy Data, données sur les énergies nucléaires de 2016. C'est des documents internationaux. Ils sont très très longs, beaucoup de pages. Là, c'est un petit document sur l'uranium, c'est assez court. Des courbes. Alors là, en l'occurrence, ce sont les mines exploitées dans le monde, les mines majeures. Et on va le revoir sur d'autres documents. Sur la courbe, là, en bleu, c'est la quantité d'uranium produite, d'accord, par le monde. On voit, et en rouge et bleu, ce sont les besoins en uranium, qui sont principalement pour les centrales. Hein. Pourquoi on a produit de l'uranium avant d'avoir des besoins pour les centrales? Parce que c'était pour le nucléaire militaire. Donc on a eu des pics de production liés aux bombes. On voit que même d'ailleurs l'essentiel de la production a d'abord été fait dans un but militaire. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais on voit aussi qu'il y a eu une baisse de production après et que les centrales ont absorbé une partie des surplus militaires, mais qu'à un moment donné, il va falloir que les courbes se rejoignent sur la droite là. Parce qu'on va être en pénurie. Poser un problème. Vous voyez, si à l'avenir on n'a pas une hausse de production ou une baisse de consommation, on risque d'avoir un petit souci. Donc en fait, le sujet du nucléaire n'est pas si évident que ça. Au niveau géopolitique, même j'ai dit que j'en parlerai pas, au moins je pose quelques bases, qu'on sache un peu de quoi on parle. Les extractions, j'ai consulté des documents sur l'extraction d'uranium, sur la répartition, sur les types de mines, pour pas parler dans le vide, hein, si vous voulez, pour pas me retrouver à dire quelque chose de mauvais.
J'ai consulté les surfaces et les mines. Alors c'est assez intéressant si vous faites si vous allez sur Google Maps et vous recherchez les mines, par exemple, là c'est la mine de Arlit au Niger, exploitée par Orano. Elle est plus grande que la ville. C'est des hectares et des hectares. J'ai été obligé d'utiliser ce genre de méthode pour connaître les surfaces des mines parce qu'il y a très peu d'informations sur les mines dans les autres pays. Très dur à trouver comme information. Il a fallu que je recoupe beaucoup de choses. Il y a des mines. Ça fait un peu mal de voir une mine aussi grande. Mais bon, voilà. Des petits détails sur les types de rejets, les stériles. Les informations sur la CRIRAD. Ça c'est depuis Wikipédia. Hein. Les résidus de traitement, donc j'ai été chercher les types de résidus, pourquoi on avait des résidus, comment on les stockait, le nombre de piscines, s'il y avait des piscines, l'arsenic et la radioactivité, donc lié au granit français, enfin voilà, les différents produits chimiques, est-ce qu'il y avait des produits chimiques, comment on stockait les résidus, est-ce qu'on mettait de l'eau, est-ce qu'on recouvrait avec Voilà, je me suis intéressé assez en profondeur, même si le sujet ça va pas vraiment être ça, j'avais besoin d'avoir ces informations-là pour savoir quand j'ai une information de type déchet, je sais ce que c'est, si c'est un stérile, radioactif ou pas, est-ce que je le considère comme un déchet, est-ce qu'il prend de la place au sol, est-ce qu'il... Voilà, c'était important pour moi. Là, on nous dit que les stocks de combustible nucléaire usés s'accumulent dans le monde entier, on est environ à 7000 tonnes de métaux lourds. Pour leur volume total correspond, oui, parce que le volume et le poids, c'est pas la même chose, parce qu'on est sur un... Certes, l'uranium a une grosse densité, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de volume par rapport à son poids. Sauf que là, on parle de combustible et de leur assemblage de tout. Donc voilà. En tout cas, ils estiment que cet entreposage permet d'avoir, si on le recycle, notamment d'avoir une sorte de quantité stratégique d'énergie, on va en parler, ça c'est vrai, c'est pas aussi florissant que ce qu'on croit, mais en tout cas. Donc là c'est la construction d'un réacteur de démonstration à neutrons rapides en Russie, c'est notamment un des réacteurs qui est censé servir à recycler, un peu comme le surgénérateur Superphénix qu'on avait en France, à recycler ou à exploiter des déchets des autres centrales. Donc c'est encore expérimental, c'est à l'essai. On n'est pas encore dedans. Donc là, on va très peu en parler. Je vais en parler un petit peu à la fin. Mais moi, pour l'instant, je vous parle du nucléaire qui fonctionne depuis 40 ans. Enfin, plus que 40 ans. Dans les différentes sources, j'ai eu un petit peu un aperçu des différentes mines, de ce qu'on appelle la toxicité de l'uranium, donc leur aspect, avec les problèmes pulmonaires, les problèmes de solubilité, les problèmes... voilà, donc il y a quand même eu un traitement toxicité dans mon regard un petit peu sur tout ça, pour voir un petit peu où on allait, parce qu'après, il en était question un petit peu quand même. Là, il y a une recommandation qui est importante et qui est un peu aussi la base de mon étude là. On nous dit que, au fait des différents éléments, donc ça c'est dans un rapport sur le CO2, que j'ai lu, il est recommandé de ne pas poursuivre un projet d'exploration ou d'exploitation urifère, donc avec l'uranium, lorsque l'analyse du cycle de vie révèle que le processus minier entier sera plus énergivore que les gaz à effet de serre épargnés par le remplacement des centrales énergétiques existantes par des centrales nucléaires. Lorsque le principe de précaution le dicte, c'est-à-dire interdire tout projet ayant le potentiel d'avoir un impact négatif sur la santé humaine à long terme. Alors ça en vrai c'est pas fait, parce que justement c'est pas étudié, enfin c'est pas mis en valeur. Et en gros, ça c'est un point important, il existe des possibilités pour que le nucléaire soit plus nocif que le charbon ou le pétrole, d'un point de vue gaz à effet de serre, et d'un point de vue nocivité sur l'humanité et l'environnement. Donc il y a des conditions minières qui compensent et contrebalancent tout le bénéfice qu'on peut apporter avec le nucléaire. Donc vous voyez bien qu'on c'est pas nécessairement le nucléaire, mais c'est la façon dont on va s'approvisionner en uranium qui peut influencer sur le résultat final.
Et là, on n'est pas vraiment surpris, on sait que ça peut arriver. Mais on nous parle pas de ça d'habitude, si vous voulez. Là, il y a un sujet. Donc je me suis renseigné sur l'Yellow Cake, entre autres. Bon, Wikipédia, il y a eu pas mal d'infos, mais en fait, il y a des liens, si vous voulez, sur Wikipédia qui permettent d'aller chercher les documents. C'est assez pratique et de vérifier ce que disent les documents. Voilà. Sur le site World Nuclear Industry Status Report, il y a énormément de choses. On nous dit que le nucléaire peut produire une énergie bas carbone. Les ressources en uranium disponibles sur la planète sont estimées comme suffisantes pour plus de 130 ans au niveau d'utilisation actuelle, c'est-à-dire si on n'augmente pas le nombre de centrales. Cette technologie reste toutefois affectée notamment par des dépassements de coûts, des besoins d'investissement, oui c'est un peu la base, qui sont élevés, des défis dans la gestion des déchets, et là ils disent un soutien de l'opinion publique régulièrement plus faible. Oui, enfin, je pense pas que ma vidéo va aller dans le bon sens pour eux. Alors, la production d'électricité issue de l'énergie nucléaire ne constitue pas des émissions directes de gaz à effet de serre, ne contribue pas à des émissions. Voilà, donc ils nous disent qu'il n'y en a pas. Mais les gaz à effet de serre sont émis tout au long du cycle de la centrale et de sa construction. Donc, en fait, ils nous disent au moment produire de l'électricité, il n'y a pas de gaz à effet de serre, donc ce qui est faux, évidemment. Bien sûr, il faut bien transporter le combustible, il faut le refroidir, enfin il y a tout un tas de choses qui est lié aux mines, qui est lié à tout ça. Mais ils le négligent et après ils disent non, mais quand même, on fabrique les usines. Ensuite, ils nous disent que les calculs scientifiques à travers le monde font état d'un gaz à effet de serre du nucléaire entre 4 et 110 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, donc on peut monter à 110, hein, donc on peut facilement déraper un petit peu sur l'entièreté du cycle d'un équipement, donc tout inclus. On parle là d'équivalent CO2, une unité de mesure à laquelle les divers gaz émis sont convertis en quantité équivalent CO2. Oui, parce qu'il y a des gaz fluorés qui sont pires que le CO2. Rien que l'enrichissement de l'uranium produit des gaz pires que le CO2. Donc il faut bien sûr les convertir en équivalent CO2, sinon on a du mal à voir l'impact en tant qu'humain. Mais en fait, la majorité, c'est le CO2. Bien sûr. Il ne faut pas minimiser le truc non plus. Un chercheur britannique, sur la base de 103 études, a établi une fourchette entre 1,4 et 288 grammes de CO2 par kilowattheure. Il a été admis une moyenne de 66. La France, EDF, annonce 4. Et ils ont fait une étude pour ça, on va en parler. Voilà. Et donc, notamment sur ce site-là, on va retrouver des liens pour aller chercher cette fameuse étude d'EDF. Les calculs d'EDF sur son parc d'exploitation aboutissent à 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Analyse, si vous cliquez sur le lien analyse, vous aurez l'étude. En 2022, suivant la norme ISO. En 2022, ils ont étudié 2019 en 2022. Ça, vous savez, il faut un petit décalage. Puis après, ils ont mis partout dans leur pub et dans leur communication et dans tous leurs trucs techniques cette valeur. Si on retire les valeurs émises par le London School Economic, on parle de 15 à 50 grammes par kilowattheure, à comparer aux 450 pour le central gaz, aux 1000 pour le charbon, oui, bien sûr. Mais c'est pas neutre, c'est pas zéro. Si vous allez sur Economics, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur le CO2, sur Economics, EDF considère que le nucléaire c'est zéro. Et ils le font aussi pour toutes les énergies renouvelables. Donc du coup, ils enlèvent toute une part. C'est à peu près la moitié du CO2 qu'ils ont enlevé. Ça, c'est déjà... j'ai horreur de ce genre de fourberie. J'ai horreur de ça. Mais là, même à la base même des chiffres, il y a des choses. Petite information sur le coût de l'importation d'uranium, où on nous dit que, compte tenu du prix de l'uranium naturel sur les marchés, le montant des importations françaises d'uranium peut être estimé entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. Ces importations ne sont pas prises en compte dans la facture énergétique française. Alors il y a une petite spécificité avec la France, c'est qu'on a des contrats sur le long terme qui nous permettent de stabiliser les prix. Ce qui fait que globalement, on s'en sort pas trop mal. Mais tout de même. Bon, là, on revoit la courbe de tout à l'heure, mais avec les diverses sources de production d'uranium. Je passe là-dessus. J'en ai profité pour visiter une mine au Kazakhstan, cette fameuse mine où on fait de la lixiviation in situ.
LIS en français, mais eux ils disent ISL. C'est-à-dire qu'on récupère dans les nappes d'eau souterraines qui sont étanches, qui sont censées être non communicantes avec l'environnement, de l'uranium. Donc on injecte des produits, on traite de l'eau pour récupérer de l'uranium, mais on est sur des taux hyper faibles, de l'ordre de inférieur à 0,01%. Donc il y a beaucoup de volume d'eau, on va en parler. Donc là, il nous montre que l'avantage de ces usines, c'est que elles sont en surface et creusent pas de trous, c'est pas à ciel ouvert. On met juste des tubes un peu partout, comme un gruyère. On en met beaucoup, 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 beaucoup. Il faut faire plein de sondages pour savoir. Et ceux qui sont bons, on les ouvre et on fait le traitement de l'eau. Et on réinjecte l'eau sale dans le souterrain. En fait, tous les produits chimiques qu'on utilise, sachant qu'on a besoin d'approvisionnement en produits chimiques, et on a besoin de les stocker après, est-ce qu'on ne peut pas renvoyer plus de liquide qu'on en absorbe? Donc il y a forcément une gestion de liquide. C'est très opaque là, c'est récent, c'est moins de 20 ans. On n'a quasi aucune information sur le truc. Donc c'est vendu comme une solution miracle. Aujourd'hui, c'est 50% d'uranium qui est produit comme ça. Comme quoi il n'y aura plus de résidus, plus de déchets, sauf qu'il y a des milliers de mètres cubes de solvants, d'acide sulfurique, d'arsenic et tout. Moi je suis passé à de l'arsenic. Et on a besoin de traiter des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau pour récupérer très peu d'uranium. Donc ça reste quand même un point à éclaircir. Et je ne vois pas pourquoi ce serait plus positif. Mais bon, on nous dit comme ça. Comme c'est mieux accepté par la population, mais c'est à des endroits spécifiques, en l'occurrence au Kazakhstan. Donc ils disent qu'on économise de l'eau, on économise de l'électricité, on économise du CO2. Alors on économise de l'eau, mais on la pollue sur place, donc c'est un peu différent. Après, on concentre en usine, on se retrouve avec le yellow cake. C'est transporté. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas dangereux le yellow cake. C'est pas dangereux, effectivement, en tant que matière. Il est comme du uranium, c'est de l'uranium naturel, c'est considéré naturel. Mais trimballer des bidons, alors je sais pas s'ils ont fait exprès pour la pub, ils ont enlevé les salariés, ils ont enlevé tout le monde pour que le drone y filme. Mais un petit Manitou rouillé qui transporte des bidons sur une palette comme ça à l'arrache pour emmener ça dans des conteneurs tout pourris et que c'est transporté sur un remorque sans surveillance au Kazakhstan. Vu comment on est obligé de surveiller nos transports d'uranium, c'est une ressource stratégique énorme, il y a les militaires qui s'en chargent et tout, et là visiblement non. Donc, bon, je sais pas si je dois juger ça ou quoi, s'ils ont voulu faire propre. Partir au principe que c'est une publicité, mais j'aurais aimé voir quelques gens armés, quelques précautions pour trimballer 4 bidons qui auraient pu se renverser sur le parking et polluer la nappe d'eau. Enfin bref, ça c'est mon avis. Après, je me suis renseigné aussi sur les mines d'uranium en France, il y en a un peu plus de 210 ou 250, avec beaucoup de problèmes. Sur la production en Afrique, alors souvent en Afrique on est sur de la coproduction avec l'or. Il y a de moins en moins de production d'or, donc il y a moins en moins de production d'uranium. Alors c'est Afrique du Sud là. Donc en fait c'est un coproduit. Donc ça veut dire que pendant qu'ils extraient l'uranium, ils font toutes les saloperies qu'on fait pour extraire l'or. Et là du coup on a du cyanure et tout ça. On a aussi en Australie quelques mines qui extraient du cuivre et en même temps de l'uranium, un coproduit. Donc pareil on rajoute un produit chimique pour traiter le truc. Donc là, vous voyez, quand on a des coproduits, il est difficile d'estimer le volume de déchets miniers associés au minerai d'uranium. Enfin, difficile. Si on pourrait, mais du coup, il ne l'informe pas. C'est pratique. Enfin, pas clairement. Il faut retrouver l'information autre part. On retrouve, alors j'ai pas mis les documents expressément dans l'ordre. Voilà. Je me suis renseigné sur les taux de fourniture d'uranium et le type de mine dans lequel on extrait. Ouverte, souterraine c'est des galeries ou ISL. Ça va de l'Australie au Kazakhstan. Voilà. Il y a un petit peu au Niger mais de moins en moins. Les consommations d'électricité associées et déclarées par EDF. C'est pas déclaré par les mines, c'est déclaré par EDF. On a la même chose avec le carburant. On a un rapport qui nous dit qu'on a 3,7 grammes par kilowattheure de CO2 et on va en parler de ce rapport. Alors on va en parler un peu plus tard quand on reviendra sur le CO2 qui nous dit bien que la majeure partie c'est pendant la mine. On en reparlera.
Alors, si on en vient un tout petit peu au vif du sujet, pour schématiser, j'ai repris le schéma d'Orano, et qu'on en trouve un petit peu partout. Si vous ne l'avez pas déjà vu, bon bah vous pouvez le découvrir. On a en bas à gauche la mine, en haut à droite, sur la partie où on reconnaît la centrale nucléaire qui produit l'électricité. Il n'y a pas la flèche à électricité, parce que c'est le cycle du combustible. Donc le combustible ne sort pas de la centrale pour aller dans votre maison. Il y a peut-être des gens qui croient ça. Je sais pas. Oui, l'électricité n'est pas radioactive. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait de lien. Il peut y avoir des fuites, des machins pour des liquides, des trucs, mais là, non. Donc on a bien une mine à l'origine. Ensuite, on a de la concentration, de l'enrichissement. On a des déchets, déjà, dès l'enrichissement. Ensuite, on a un combustible qui va dans la centrale. Enfin, qui va... oui, c'est ça. En centrale, on a des déchets ultimes, des déchets pas ultimes, qui sont recyclés ou pas recyclés. Il y a une sorte de retraitement. Il y a des stockages de déchets, des stockages de combustible, et ça repart. Donc on va un peu le détailler. Alors ce qui n'est pas sur le schéma, parce que là on a quelques tonnages, mais ce qui n'est pas sur le schéma, c'est le tonnage des déchets à gauche. Alors, c'est pas tout à fait celui-là, je l'ai recalculé depuis, mais bon, ça vous donne un ordre d'idée. C'est au moins le double. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. En tout cas sur les stocks, sur les résidus directs, pas les résidus indirects, il y a plusieurs types de résidus en mine. On fabrique un yellow cake, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le truc, avec 8500 tonnes d'uranium naturel. Ensuite, on va donc en produire 1000 tonnes de combustible en uranium enrichi. On va fabriquer les bastilles de combustible, on va les envoyer dans la centrale. Cette centrale qui peut bouffer aussi une partie de plutonium et de MOX, enfin c'est cette centrale, c'est toutes les centrales, hein. Elle est alimentée à la fois en combustible neuf et avec 110 ou 120 tonnes de MOX. C'est un mélange de combustible, c'est ce que appelle le recyclage. Il en ressort une partie qui est stockée de combustible usé, qui est dans l'espoir d'une nouvelle technologie. La nouvelle technologie, c'est le surgénérateur. Ils retraitent 1000 tonnes, ils font du retraitement, ils n'ont pas marqué retraitement, je ne sais pas pourquoi. Il y en a une partie qui est envoyée en stockage définitif via de la vitrification, mais aussi de la compression et d'autres procédés qui permettent d'isoler les isotopes et les radioactivités. Donc on va augmenter le volume sur l'un, baisser le volume sur l'autre. Enfin, en tout cas, c'est du stockage. En tout cas, ici, une petite partie, parce qu'ils sont sûrs que celui-là, il ne sera pas réutilisé. Lors du retraitement, ils arrivent à dégager 10 tonnes de plutonium qui sera donc utilisé pour fabriquer le MOX. Une partie de l'uranium appauvri est stockée en attente d'enrichissement pour réinjecter ou décider de le mettre en stockage. Donc ils le stockent en provisoire en se disant on va le réutiliser plus tard. Donc soit c'est ça qu'ils appellent les stocks stratégiques. C'est-à-dire si ça repasse par la case retraitement là-haut, eh bien on reproduit à nouveau une partie de combustible, mais très peu en fait, puisque on redivise par 8, ou tout dépend de l'enrichissement et du taux d'appauvrissement. On peut le faire 1 à 2 fois ça. 2 fois c'est critique. Hein. Donc le recyclage plutonium, le recyclage 1 à 2 fois, parce qu'après on a trop d'impuretés dans le combustible et ça devient impropre à l'usage dans les centrales. Donc en fait ce stock, notamment il faut le diviser par 8 ou 10, pour dire ce qu'on a comme combustible. Toutes les centrales ne sont pas nécessairement capables de l'utiliser, peut-être pas à la puissance souhaitée. Donc c'est un stock qui est stratégique, mais qu'il ne faut pas utiliser en fait. Alors ils sont en train d'essayer de construire des nouvelles centrales qui pourraient en manger un petit peu de ce stock-là, mais pour l'instant c'est du stock, et il dure depuis très très longtemps. Hein, ça fait des décennies qu'il est stocké, donc pour l'instant, ils estiment que c'est un stock stratégique, mais en fait tout ça c'est des déchets. Pour le moment, tout ce que je lis, même les CIGEO et compagnie, les autres pays le stockent comme des déchets, et ne sont a priori pas partis pour les récupérer. Nous on dit qu'on va les récupérer, je ne sais pas si c'est juste un argument pour dire que vous inquiétez pas, c'est pas des déchets. Alors en l'occurrence si, c'est un argument pour dire ça, parce qu'on verra plus tard que ils sont pas considérés comme déchets. Mais en tout cas, tout ça, c'est des déchets. En gros, le recyclage ici, il est de 1% en réel, recyclage partiel.
Et une fois, alors aujourd'hui c'est une fois, mais il voudrait le faire 2 fois. De toute façon, 2 fois, ce sera l'ultime bafouille. Et effectivement, on a donc 110 tonnes, on a donc à peu près 10-11% qui sont pris par le MOX, qui permettent de réduire un peu les ressources. Bon, alors, en supprimant un peu toute cette partie déchets, cette partie aujourd'hui inutilisée, hein, on a pour 1 kWh sorti en électricité 5831 kWh de prix dans les mines. D'accord, c'est moins de 1%. Donc on extrait de l'uranium, je parle bien d'uranium, je parle pas de cailloux, j'entends par là le minerai, enfin l'uranium qui est dedans. On extrait de l'uranium, mais on n'arrive pas à le valoriser à plus de 1%. En gros. Ça, c'est pour les mines qui sont avec un taux de 0,1%. La moyenne étant 0,3%. Et il existe des mines à 10 et 20%. Donc, mais sur la majorité des mines dans le monde, c'est ça. Pour confirmer mon truc, je me suis dit, bon, parce que j'ai fait mes calculs comme ça, j'ai demandé à ChatGPT. J'ai horreur de l'intelligence artificielle, mais bon, j'ai demandé quand même. Je me suis dit, on va voir, ça va me confirmer ou m'affirmer pour continuer un peu dans mes recherches. Pourrais-tu me donner le rendement énergétique de l'électricité nucléaire entre l'énergie primaire du minerai et l'électricité produite des centrales? Simple test d'IA. Plus précisément, entre l'énergie contenue dans le minerai extrait dans les mines d'uranium et l'électricité produite. Réponse de ChatGPT. Bonne idée, c'est un excellent test pour voir si l'IA va juste répéter les chiffres standards comme le rendement des centrales à 33%. Ou si elle prend en compte tout le cycle de vie de l'uranium. Voici une réponse claire à ta propre question. Le rendement énergétique de l'électricité nucléaire en tenant compte de l'énergie primaire contenue dans le minerai extrait jusqu'à l'électricité produite en centrale est extrêmement faible, souvent inférieur à 1%. Bam! Oh putain, j'étais content. Pas d'avoir trouvé la... Pourquoi? Le minerai d'uranium brut contient très peu d'uranium fissile utilisable. Environ 0,7% d'uranium 235. En fait, c'est moins que ça, mais bon, admettons. Dans l'uranium naturel. Oui, précisant, uranium naturel. Il faut extraire, broyer, purifier, convertir, enrichir, fabriquer les combustibles. Chaque étape consomme beaucoup d'énergie. Puis, en centrale, on utilise une petite partie du potentiel énergétique du noyau, et pas l'intégralité du contenu énergétique du minerai. Enfin, le rendement thermodynamique de la centrale elle-même est d'environ 30 à 35%. Conclusion, sur 100 unités d'énergie potentielle contenues dans le minerai brut extrait, seule une fraction de 1 à 2 unités devient électricité au final. Tout le reste est perdu ou inutilisé. Les chiffres varient selon les sources, mais c'est un ordre de grandeur réaliste. Vous voyez, c'est même pas moi qui le dis. Donc on peut même pas dire que c'est un complot de ma part. J'ai horreur des complots à ce niveau-là. Bon, alors, je vais essayer de vous donner des chiffres. En prenant le cycle de la mine à l'électricité. Vous voyez, j'ai repris les mêmes petits dessins que tout à l'heure, je les ai encadrés, ils sont quasiment au même endroit, j'essaie de les faire un truc qui passe sur la feuille. On va mettre des chiffres. Alors, avec 2 conditions. C'est pour simplifier. On exclut les postes suivants, en tout cas dans les rendements. L'exploration, l'exploitation, la sécurité, le transport, le retraitement, le stockage, le refroidissement, la construction, le démantèlement. C'est-à-dire je n'inclus pas d'énergie grise, d'énergie secondaire, je parle uniquement de ce qu'on prend dans le minerai et de ce qu'on restitue en électricité. D'accord? Je ne parle pas de la consommation des grues, des camions, des machins. Ça, c'est autre chose. C'est pas inclus dedans. Donc je devrais avoir un bon rendement derrière. On va aussi faire l'impasse sur le thorium, le radium, les acides, les solvants, les rejets dans la nature, le militaire, l'expérimentation et les consommations annexes. Voilà, tout ça, ça rentre pas dans le champ, ça ne rentre d'ailleurs pas non plus dans l'explication d'Orano. Tout ça, c'est ta gueule, c'est magique, ok? Ensuite, on prend 1000 kg de minerais, alors ça peut être de l'uranite, pêche blinde, il y a d'autres types de minerais qui ont des concentrations variées. On va partir du principe que dans ce minerai, on a une concentration d'uranium naturel de 0,3%. C'est-à-dire sur les 1000 kg, on a 3 kg d'uranium naturel. Okay, le reste, c'est de la roche. Ça peut être du granit, ça peut être plein de choses. Mais c'est réparti quasi uniformément dans la roche. Okay, c'est ça le minerai. C'est les 1000 kg là.
À l'intérieur de cet uranium naturel, on a 21,6 grammes d'uranium 235. C'est ça qu'on cherche. Cet uranium 235, potentiellement, il peut produire 474 000 kWh d'énergie primaire. C'est ça l'énergie primaire. Okay, énergie potentielle, si vous voulez, comme a dit ChatGPT. Avec ces 1000 kg de minerais, on va fabriquer 500 grammes de yellow cake. Alors, il est possible d'en fabriquer plus. J'ai pris ces exemples-là et on verra plus tard en prenant l'opposé, en prenant la meilleure situation possible. Là, je prends la situation la plus standard. On fabrique 500 grammes de yellow cake qui contient 375 grammes d'uranium naturel, parce que le yellow cake, c'est une sorte de concentration. On essaie de concentrer l'uranium naturel dans quelque chose de plus petit. On en perd beaucoup au passage, mais on arrive à une concentration de 75%. On passe de 0,3 à 75, c'est déjà bien, hein. 75% d'uranium naturel, et à l'intérieur de cet uranium naturel, on a 0,72% d'uranium 235. Donc voilà. Entre-temps, on a produit 999 kg de résidus, de stériles et presque 1500 litres d'eau polluée, plus solvant, plus acide. Alors, c'est pas toujours le cas. Des fois, on n'utilise pas de stockage sous l'eau, sous les mares, sous les lacs, oui, artificiels. Des fois oui, des fois non. Mais j'ai pris cet exemple-là. On produit un combustible qui fait 62,5 grammes. D'accord, on passe de 500 à 62 grammes. Dans ces 62 grammes d'uranium enrichi, on a 3,5% d'uranium 235. On peut donc produire avec ce combustible, théoriquement en chaleur, 52 375 kWh, qu'on va passer dans la centrale pour produire, dans le réacteur pour produire de la chaleur. Avec ces 52 000 kWh, on va réussir à produire 34 750 kWh de chaleur. Et ça nous produira donc 11 467 kWh d'électricité. Plus les déchets à gauche, hein, j'ai rajouté. Ok, là, vous voyez le truc arriver. Hein. Quand on passe des 474 000 à l'électricité, on est à 2,42%. Ok, j'en parle tout de suite. Pourquoi on est à 2,42 et pas inférieur à 1? C'est parce que inférieur à 1, c'est pour la plupart des ressources minières qui ont une concentration de 0,1% d'uranium naturel dans la roche. Donc 3 fois moins. Et donc 3 fois moins, c'est inférieur à 1%. Là, j'ai pris un exemple un peu plus standard qu'on trouve en moyenne. Ça dépend de ce qu'on recherche comme mine. Ça dépend quel pays on est. Nous, on est la France, donc on recherche des mines un peu plus costauds. Et si on peut aller chercher au Canada, c'est pas plus mal. Mais en fonction des mines qu'on trouve, on a un rendu différent. Ok ? Bon, si on se dit, on va pas se baser sur la mine, parce que toutes les mines sont différentes, on va se baser sur ce qu'on réussit à avoir dans le yellow cake. Et du coup, on a un rendement de 19,35%, parce qu'on a fait tout le travail avant, là, toute cette concentration de roche. Effectivement, ce qu'il y a dans le yellow cake, on arrive à en avoir une partie, mais que 19,35% de cet ordre-là. C'est pas à 33%. Hein. Là, il y a une grosse perte. Et c'est à partir de là qu'on va intervenir en tant que cycle de combustible. Celui d'avant, il le néglige complètement. Genre la mine, c'est magique. C'est là le problème. Si on part du combustible, on a un rendement de 21,89%. Et puis bien sûr, si on part de la chaleur, on a les 33% affichés par toutes les sources. Donc il y a quand même un écart. Vous savez, des fois, quand il y a 1% d'écart, tout le monde crie en scandale. Bon, là, il y a quand même pas mal. Et vous voyez, je crie pas très fort.